Très chers auditeurs, auditrices, bonjour, bienvenue à tous dans votre nouveau numéro Rendez-vous des citoyens sur votre chaîne iWeb 107.6 MHz et sur YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de présenter ce nouveau numéro. Cette émission sera animée par moi, votre humble serviteur Gabriel Mitterramata et Madame Kejalina. Que je dis bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Gabriel. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, en tout cas, je vais bien. Très bien. On va parler aujourd'hui de la rentrée parlementaire sur cette émission. Et deuxième sujet, on va parler d'union sacrée. Pour faire ce débat, nous avons sur ce plateau Maître John Sosango. Il est deuxième vice-président et porte-parole de la Ligue des jeunes du Fox, parti politique Fox. Bienvenue, Maître. Merci, Monsieur Mitterrand. Bonsoir, Madame Ketia. Et merci surtout de l'honneur et surtout de l'intérêt que vous attachez à cette grande émission. Et deuxième invité, nous avons M. Christian Sindani. Bonjour, bienvenue. Et bonjour monsieur le journaliste, ainsi bonjour madame Ketia. Réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Très bien. Pour parler, madame, monsieur John Sosango, si vous avez vu l'escalade entre l'IGF et les ministres de l'SPST. Et évidemment, nous avons vu la vidéo qui a circulé sur le réseau. Et évidemment, il y a eu certainement de compatriotes qui ont intervenu et qui ont réagi de différentes manières par rapport à la réaction du ministre de l'EPST en face des inspecteurs de l'UGF. Quelque chose que nous n'avons pas eu également à apprécier, étant donné que les personnalités d'une telle envergure ne pouvaient pas se mettre en spectacle devant les caméras et s'échanger des paroles sur des questions qui devaient être réglées de manière professionnelle et surtout dans une institution comme le ministère de l'EPST. Et nous pensons que malgré la raison qu'avait le ministre de l'EPST, il y avait certainement une possibilité de régler ou d'interpeller les inspecteurs qui y avaient peut-être mal procédé par rapport à cette mission qui les avait confiée de manière responsable et le ramener à l'ordre. Et donc aux inspecteurs de l'UGF, nous pouvons que leur demander également que lorsqu'ils sont munis d'un ordre de mission et qu'ils débarquent dans une institution comme le ministère de l'EPST, ils doivent apprendre qu'effectivement ce sont deux organes qui ont un dirigeant et ils doivent s'intéresser également aux autorités compétentes qui peuvent certainement leur permettre à faire très bien leur travail. Merci, maître. Merci. Monsieur Christian, est-ce que vous avez quelques mots à dire sur ce sujet? Oui, sur ce point, nous avons constaté, l'IGF est en train de mener ses enquêtes au sein du ministère de l'EPST. Mais sur c'est son mandat qu'on lui a mandaté, il est là pour ça, pour contrôler l'IGF, pour contrôler l'EPST. Mais pour moi, je trouve comme si au sein du ministère de l'EPST, il y a des histoires de louches qui se cachent parce que nous voyons tout le monde est agité par ces contrôles. Mais sinon, de ma part, il est bon que l'IGF puisse faire son travail comme il se doit. Merci. Parce que c'est la deuxième fois, parce que la première fois c'était avec le dossier Avidos. Et cette fois-ci avec notre dossier, parce que le ministre Tony Mobakiz et l'IGF vont faire une émission sans pourtant lui donner l'aval. Les inspecteurs sont débarqués là-bas sans pourtant avoir l'émission de service. Bon, le problème c'est quoi? Lorsque l'inspection s'engage pour passer contrôler l'institution qui s'engage, moi je dirais sur ce point, bon, peut-être qu'il y a eu l'information avant, mais le ministre peut se préparer pour renoncer à l'information qu'il a reçue. Bon, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas bon que le ministre puisse s'engager de dire que non, il n'était pas prévenu avant. Pour moi, je ne vois pas l'inconvénient sur ces points-là. Selon toujours le ministre, les inspecteurs sont débarqués là-bas, on a rançonné 1000 $ chez les comptables, selon les propos du ministre. Bon, sur ces, ça n'engage que le ministre qui tient des propos pareils. À mon avis, quand l'inspection des finances comme IGF vient pour le contrôle, pour moi, je ne pense pas qu'une inspection qui vient pour contrôler peut aller toucher au fond qui engage le ministère. Pour moi, je vois comme s'il y a des rendements de comptes entre ces deux personnes, entre le ministre ainsi que les personnes qui sont à la tête de l'IGF. Merci. On va passer au premier sujet, c'est qu'il est rentré parlementaire. Et c'est que j'ai fait donner la parole à Mme Kejalina. Il faut le rappeler qu'une nouvelle page vient de s'inscrire tout justement dans les annales historiques de notre pays, de par les nouvelles élections démocratiques, ce qui a poussé à ce qu'une nouvelle classe, une nouvelle législature puisse démarrer avec la rentrée parlementaire afin d'installer le bureau provisoire de l'Assemblée nationale
il faut rappeler à tous les auditeurs qui nous suivent en direct de la 107.6 MHz que c'est à l'issue de cette législature que nous aurons droit à un nouveau gouvernement qui travaillera aux côtés du président de la République pour ses seconds mandats. Sur ce, nous allons essayer d'aborder avec plein d'enthousiasme c'est les enjeux de ces gouvernements qui avancent, qui s'annoncent à l'horizon. Et je vais commencer avec Monsieur John Sassonga qui est à ma droite. Donc très bientôt, nous aurons un nouveau gouvernement dans notre pays avec toutes les réalités auxquelles nous faisons face. Quelles seront les premières tâches que le prochain gouvernement devrait plus avoir un œil dans un premier temps pour le bien-être de tous? Merci Madame Ketia, surtout de la pertinente question et aussi l'intérêt que vous attachez vraiment à cette grande émission. Comme je venais de le dire tantôt, c'est une émission d'une envergure considérable parce qu'elle porte certainement sur des questions d'actualité. Et comme vous le savez, c'est la rentrée parlementaire avec un très grand nombre de nouvelles figures au niveau de l'Assemblée nationale, quelque chose qui prouve à toute suffisance qu'effectivement nous pouvons aspirer à un nouveau vent. Et comme vous l'avez d'ailleurs souligné de votre introduction de ce Parlement, nous attendons un nouveau gouvernement qui sera mis en place. Mais ce que nous demandons, ou ce que la population en général attend de ce nouveau gouvernement, c'est de réponses aux difficultés auxquelles la population est confrontée. Vous voyez, cette fois-ci, nous voulons effectivement que le gouvernement qui sera mis en place, et son projet qui sera bien évidemment accepté au niveau du Parlement, porte accent sur de réalités que les Congolais vivent au quotidien. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des très sérieux problèmes qui sont liés d'abord à l'éducation, nous avons des problèmes également liés à la santé, nous avons des problèmes liés à la circulation. C'est que pratiquement dans toutes les provinces, c'est la population qui s'inquiète par rapport aux qualités des routes que nous n'avons pas. Par exemple, chez moi au Kasaï, c'est très difficile d'effectuer un déplacement à une faible distance sans pour autant connaître des problèmes des routes. Et ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui demeurent jusqu'à présent permanents. Et nous sentons qu'effectivement, le gouvernement qui sera mis en place fera un effort certainement de non seulement consolider les acquis que nous avons déjà acquis dans un premier quinquennat avec le président de la République. C'est la question justement de la gratuité de l'enseignement qui est déjà une affaire permanente, mais qui a besoin d'être solidifiée parce qu'effectivement, il y a un très grand nombre des enfants au niveau de l'intérieur qui n'ont pas jusqu'ici la possibilité de regagner le chemin de l'école par manque d'écoles qui ne sont pas jusqu'à présent construites. Nous avons dans certains villages les difficultés qui sont de l'accession justement aux soins de qualité. Donc nous attendons que le gouvernement, cette fois-ci, au-delà de tout ce qui sera abordé par les différents ministres qui seront bien évidemment membres de ce gouvernement, nous attendons vraiment des réponses adéquates par rapport aux problèmes auxquels la population est confrontée. Des problèmes liés au transport. Ici à Kinshasa, c'est complètement difficile de se déplacer actuellement parce que le taux de transport ne fait que monter compte tenu de pur des carburants, des taux de dollars. Donc la vie sociale est vraiment bouleversée et effectivement le gouvernement a un défi énorme à élever et nous attendons de ce Premier ministre qui sera investi des compétences qu'il faut pour être à la hauteur de ces nouveaux enjeux. Nous avons aussi une crise économique qui est en train de sévir en République démocratique du Congo. Est-ce que le gouvernement sera capable de nous sortir de cette gouffre? Oui, nous croyons effectivement que le gouvernement sera capable parce que le président de la République lui-même, qui est le garant de bon fonctionnement des institutions, veillera à ce que le ministre, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que bien que nous sommes dans un régime parlementaire, le pouvoir exécutif est dirigé par le Premier ministre d'une part et le président de la République qui prend également part de l'exécutif. Évidemment, le président de la République fera de sorte que le Premier ministre qui viendra pour matérialiser sa vision soit un ministre ou un Premier ministre qui doit certainement répondre aux critères des ministres compétents à répondre à toutes ces questions. Parce que vous devez savoir, comme vous le savez d'ailleurs, que c'est le dernier mandat du président Félix Tshisekedi. Donc il ne peut pas prendre de risque de nommer un Premier ministre qui ne sera pas en mesure de répondre aux enjeux de l'heure. Donc nous croyons qu'effectivement, peu importe le défi économique que nous avons à relever dans ce nouveau mandat,
le Premier ministre ou le gouvernement qui sera en place sera compétent pour répondre de manière satisfaisante à toutes ces questions. Merci pour cette très belle intervention, Monsieur John. Et je vois Monsieur Christian Sindani que je pose une question. Quel profil requis pour avoir de bonnes personnes au sein de ces gouvernements? Vous avez caractérisé un profil ou comment est-ce que vous allez faire pour ces nouveaux gouvernements? Alors, pour rejoindre la question, je dois d'abord aborder la question que vous avez posée à mon co-débatteur, dont les noms je ne maîtrise pas. Okay. Pour parler proprement de la rentrée parlementaire, c'est difficile parce que jusque-là, la Cour constitutionnelle n'a pas encore prononcé son mot sur les candidats ou les députés élus. Il y a eu la publication au niveau de la CENI, qu'on appelle une publication provisoire. Oui. Nous attendons la Cour constitutionnelle puisse affirmer si réellement ces députés sont élus. Alors, pour aborder les enjeux du nouveau gouvernement en place, bon, nous avons vécu avec vous ici au Congo, il y a eu le gouvernement, premier quinquennat, le gouvernement Sama, oui, qui avait ses visions politiques de développer et d'aider les leaderships politiques congolais à un niveau du développement de l'État de la République démocratique du Congo. Mais si le président de la République décide d'aller encore avec le même gouvernement, il sera question juste de continuer ces visions qui est au premier quinquennat, d'amener le pays à un développement et d'organiser la classe politique congolaise que nous avons tous constaté pendant 18 ans. Il y a eu des erreurs, des irrégularités, des fraudes, des tricheries, des vols partout, par-ci, par-là. Mais nous venons de constater au premier quinquennat que le gouvernement Sama a fait un boulot que nous n'avons pas encore vu ici à notre pays. Je dirais, pour répondre à la question, je vais aborder sur deux aspects. Premier aspect, c'est un gouvernement qui s'était surnommé le gouvernement des Warriors, dont nous avons trouvé plusieurs gènes au sein de ce gouvernement. Il y a eu un peu de réformes politiques, nous avons constaté. Il y a eu la gratuité de l'enseignement, efficace sur ces deux. Et puis, nous avons constaté qu'il y a eu des constructions de routes. On a essayé un peu de moderniser la République comme était auparavant. Mais pour parler du deuxième quinquennat, que nous allons constater si le président de la République doit reconduire le même gouvernement ou il va changer. Jusque-là, bon, moi je ne peux pas prononcer mes mots, mais surtout sur ça, si le président décide de changer le gouvernement, et c'est par là, nous saurons que si le gouvernement qui sera en place, qu'est-ce qu'ils vont nous amener comme projet et qu'est-ce qui sera aux enjeux politiques. Et si le même gouvernement reste en place, donc il va continuer avec la même vision du développement de la République démocratique du Congo. Donc si on continue avec le même gouvernement, nous allons avoir un développement? Oui, parce que le gouvernement a l'objectif à atteindre juste pour amener un développement sur l'étendue nationale. Mais ce qui n'est pas fait jusque-là. Bon, le développement n'intervient pas directement sur tout le plan parce que, vous savez, ça fait un bon moment dans ces pays. Nous sommes en train de vivre, de subir un développement petit à petit parce que le président de la République, quand il a pris son pouvoir, il a dit que non, il va encore mettre en jeu, il doit renforcer, il doit améliorer notre classe politique surtout. Et parce que le gouvernement ne peut pas s'engager directement à faire du développement ou à poser des actes de développement sans pourtant qu'on puisse consolider leurs acquis personnels et leurs intérêts pour la nation. Ok, alors la jeunesse s'était consolidée en disant qu'ils veulent rajeunir la classe politique. Alors quand nous parlons d'un nouveau gouvernement, sera-t-il nécessaire d'avoir la participation de la jeunesse et surtout de la femme qui réclame tout le temps la parité au sein de ces gouvernements prochains? Bon, ce que je peux donner comme réponse face à cette question, c'est que le renouvellement de la classe politique, c'est parmi d'abord l'élite que nous avons au sein de notre parti, la Force des Patriotes avec le président Honoré Moula, qui est d'ailleurs l'une des étoiles montantes dans la scène politique congolaise actuellement. On les salue. Et donc, nous croyons qu'effectivement, avec le président de la République, nous avons besoin de nouvelles figures, parce que de nouvelles figures inspirent, n'est-ce pas, un nouveau vent pour un nouveau Congo. Et justement, parce que c'est là qu'ils ont travaillé, ils ont eu à faire ce qu'ils ont eu à faire comme leur travail pour le pays, mais nous sentons qu'effectivement, le pays, jusqu'à présent, attend encore beaucoup de cette nouvelle jeunesse, parce que c'est le
le moment où nous sommes vraiment engagés, nous, en tant que jeunes de ce pays, conscients des difficultés auxquelles nous faisons face, victimes de toutes les souffrances auxquelles nous sommes confrontés dans ce pays, de faire de sorte que nous puissions apporter notre pierre au niveau de ce édifice qui est le développement intégral de notre pays. Et nous croyons qu'effectivement, le renouvellement de la classe politique, c'est déjà une réalité que nous vivons avec le régime en place. Et nous croyons que dans le prochain gouvernement qui sera mis en place, il y aura certainement un très grand nombre, comme celui que nous avons vu au niveau du Parlement, de jeunes qui seront là, au service de l'État, afin de donner un nouveau vent à cette population. C'est de rajeunir la classe politique. Le rajeunissement, c'est déjà dans le quotidien. Vous pouvez voir à travers les résultats provisoires, pour répondre à notre ami, vous pouvez savoir que la Cour constitutionnelle ne proclame pas les députés. La Cour constitutionnelle confirme le mandat de député. C'est que l'organisation des élections, c'est une responsabilité ou une mission qui est reconnue à un organe qui est complètement indépendant, la Commission électorale nationale indépendante. C'est que la Cour constitutionnelle vient confirmer le résultat publié par la CENI. Et ce qui est sûr, c'est que la confirmation de ce résultat suivra bien sûr juste après l'arrêt qui sera rendu par la Cour constitutionnelle au mois de mars. Et nous croyons qu'effectivement, après cet arrêt, il y aura un gouvernement qui sera mis en place et justement le bureau définitif du Parlement qui aura certainement pour mission le contrôle rigoureux sur le nouveau programme qui sera présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Maître John Sassongo, je vous souhaite très bien. Quelle sera la priorité de ce gouvernement? La priorité, c'est de répondre aux questions auxquelles la population congolaise fait face. Comme je vais de le dire tantôt, nous avons beaucoup de questions que les Congolais se posent. Les Congolais se posent des questions sur le social. Les Congolais se posent des questions sur la sécurité alimentaire. Les Congolais se posent des questions sur le transport, sur l'éducation, sur la santé. Il y a bon nombre de questions auxquelles la population congolaise fait face. Et justement, c'est sur base de ces questions que le gouvernement aura certainement la responsabilité d'apporter des réponses. Parce que le gouvernement ne peut pas avoir un projet qui ne peut pas tenir compte des facteurs sociaux de la population. C'est que le gouvernement ou le projet du gouvernement va se centrer sur des réalités que les Congolais vivent au quotidien. Et c'est sur base de ces réalités que le gouvernement se mettra en place. Parce que la première gouvernement, nous avons vu, par rapport à la sécurité, c'est-à-dire, on a échoué. Non, nous n'avons pas échoué. Il n'y a que ceux qui ne sont pas conscients de là où nous venons qui peuvent dire que nous avons échoué. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, vous pouvez comprendre avec moi, vous êtes journaliste d'investigation, que je respecte beaucoup, vous pouvez mener des enquêtes et vous verrez qu'effectivement, il y a un travail énorme qui est en train d'être mené sur terrain au niveau de l'Est de notre pays. L'agression que nous étions en train de subir de la part du Rwanda n'a plus l'envergure qu'elle avait auparavant. C'est déjà une preuve évidente qui prouve qu'effectivement le gouvernement et avec nos forces armées sont en train de mettre en place toutes les conditions qu'il faut pour que la sécurité, qui est une garantie constitutionnelle, soit au bénéfice du peuple congolais. Donc soyez-en rassurés que... Maître, parce que cette semaine, il y avait l'attaque de l'M23 sur la population au niveau de l'Est du pays. Est-ce que le peuple congolais va toujours continuer à subir telle agression? Le chef de l'État est déterminé cette fois-ci de terminer une fois de plus, une fois pour toutes, cette agression rwandaise. Vous devez comprendre que cette agression que nous subissons de l'autre côté de l'Est de notre pays, c'est une question qui a beaucoup d'enjeux. Il y avait des enjeux complètement diplomatiques qui intervenaient dans cette situation. Il y avait également des enjeux terroristes. C'est que c'était une agression complètement complexe et il fallait aborder dans tous les aspects pour comprendre les contenus ou le soubassement effectivement de cette agression que nous étions en train de subir. Et actuellement, je peux vous rassurer que le gouvernement congolais est en possession de tout ce qui peut faire de sorte que nous puissions régler cette question une fois pour toutes. Mais c'est là, nous avons un peu de temps pour qu'effectivement nous puissions aborder d'une manière consensuelle sur cette question. Très bien. Monsieur Christian Sinani, quels seront les profils du Premier ministre? Pour répondre à la question du gouvernement, parce que lorsque vous évoquez le profil du Premier ministre, jusque là, le gouvernement n'est pas encore mis en place. C'est juste, il est question du président de la République de juger bon qu'il va travailler avec qui. Ou soit il va reconduire le même gouvernement qu'il était avec au premier quinquennat, ou il va changer. Mais pour aller très loin, parce que lorsqu'on parle de gouvernement, il faut savoir, le gouvernement vient avec leurs projets, dont le ministre engage pour représenter le projet au niveau de l'Assemblée nationale. Et on ne peut pas évoquer un sujet d'un gouvernement qui n'est pas encore mis en place. Mais le profil, c'est le Premier ministre. Bon, le Premier ministre, nous avons l'ancien Premier ministre qui est en train
de faire son dernier mandat parce qu'il doit démissionner. Il est déjà élu en tant que député national. Oui. Il doit donc, d'ici là, il doit démissionner. Jusque-là, le gouvernement n'est pas encore mis en place. Nous attendons jusqu'au nouvel gouvernement. C'est par là que nous allons juger bon que si le président de la République va changer le gouvernement. Mais la vision du gouvernement est toujours d'amener le développement au niveau de la nation. Parce qu'il n'y a personne qui s'engage en politique sans pourtant porter quelque chose de développement. Tout le monde vient en politique juste pour améliorer, pour développer la nation. Et je dirais que le président de la République, il doit faire un bon choix pour mettre en jeu le gouvernement qui doit répondre aux besoins de la population congolaise, comme ça a été toujours dès lors qu'il a pris son mandat en 2019, le premier mandat, et comme il nous avait promis lors de son investiture au niveau du stade de Marty, il a dit que non, il a écouté tous les besoins de la population congolaise, et puis cette fois-ci, il va mettre aux enjeux, il doit répondre aux besoins de la population congolaise. Maître John, sur le plan économique, la population souffre. Bon, en fait, la souffrance que nous avons au sein de notre pays actuellement, c'est une souffrance que nous avons héritée du régime de 18 ans. Vous savez, actuellement, vous ne pouvez pas dire que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont des difficultés qui sont créées par le régime en place. Non, bien entendu, parce que nous avons trouvé cette situation dans une profondeur que je ne saurais vous expliquer, et nous avons essayé dans un premier mandat avec le président de la République de trouver tant soit peu, n'est-ce pas, des réponses adéquates par rapport aux difficultés auxquelles la population était confrontée. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur le plan économique, nous avons un problème qui est lié au carburant. Il y a le prix de carburant qui monte chaque jour. Les stations se permettent de fixer n'importe quel prix, et l'un des 4 matins, ils se réveillent comme ça, et nous attendons qu'il y ait hausse de prix des transports et tout. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû aux stations que le gouvernement n'a pas trouvées. Nous sommes venus au pouvoir avec le président Félix Tshisekedi et nous n'avons trouvé aucune station publique de l'État. Vous pouvez vous imaginer. Aujourd'hui, si vous circulez sur toute la province de la province de Kinshasa, vous vous rendrez compte que toutes les stations qui approvisionnent les Congolais, ce sont des stations des expatriés, vous pouvez vous imaginer. Le régime de 18 ans, c'est le régime qui est à la base de la situation économique de notre pays. Et effectivement, avec le président Félix Tshisekedi, nous ne pouvons pas nous arrêter à nous alimenter tout simplement, mais nous nous sommes engagés également à trouver des solutions sur cette question. Mais pour cela, nous devons procéder par la production. Parce qu'effectivement, vous le savez, sur le plan alimentaire, nous avons aujourd'hui des problèmes qui sont liés à la nourriture. Les Congolais, c'est la menthe. Chaque jour, ils disent qu'il n'y a pas de la nourriture, on meurt de faim au Congo. Alors qu'effectivement, le régime de 18 ans s'était contenté de détourner des millions et des millions de francs congolais, des millions de dollars qui ont été déboursés dans le projet de Bukanga Lozo avec M. Matata Mpogno, bien qu'il sera bientôt traduit devant la justice pour répondre à cette question. Vous devez comprendre que cette situation, c'est une situation que nous avons héritée et que nous, en tant que membres de l'Union sacrée, nous nous mettons au travail pour ressusciter le pays. Mais vous avez fait 5 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour les Congolais? Mais ce que nous avons eu à faire est énorme. Ce que nous avons eu à faire. Écoutez, le Congo n'est pas seulement Kinshasa, vous devez comprendre. Au niveau du territoire de Luisa, là où moi je viens, vous devez comprendre qu'on avait même du mal à trouver de l'eau potable. Est-ce que vous le savez? Je fais 18 ans avec M. Joseph Kabila sans avoir de l'eau potable. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que chez moi à Luisa, c'était très difficile d'étudier dans des conditions que vous avez étudiées ici à Kinshasa? Est-ce que vous savez que chez moi à Luisa, c'était très difficile de passer sur un plateau comme celui-ci et réfléchir? Mais est-ce que vous savez aujourd'hui l'état dans lequel mon territoire à Luisa se retrouve avec le régime en place? Aujourd'hui à Luisa, il y a des centres de santé qui sont construits. Aujourd'hui à Luisa, il y a des écoles qui sont construites. Aujourd'hui à Luisa, il y a des routes qui sont en train d'être construites. Ce qui a certainement des avancées sur le plan économique parce qu'aujourd'hui, avec des routes agricoles qui sont en train d'être mises en place par le gouvernement central, effectivement, ça va permettre à ce que les entrepreneurs ruraux qui sont en train d'entreprendre dans le secteur agricole puissent se déplacer facilement avec leurs matériels, en fait, leurs histoires vers des villes urbaines, afin qu'ils puissent produire, en fait, présenter leur production et ramener quelque chose à la maison. Certainement, il y a un travail qui est en train d'être fait et ça ne peut pas se faire par bâton magique, ça demande du temps et le temps que vous avez à concéder, à patienter avec le régime des 18 ans, vous devez nous accorder le même temps pour essayer de trouver des réponses aux difficultés auxquelles nous avons tous été confrontés. Madame Elina. Oui. Pour parler de notre deuxième sujet où on va parler de l'Union sacrée. Alors, vous êtes tous des ceux qui croyaient à la vision de chef de l'État. Certainement. Vous aviez évoqué l'hypothèse que, selon laquelle le chef de l'État avait été bloqué
par la coalition FCC Cash. Certainement. La coalition entre... Ça, c'est une réalité. La coalition entre son parti et le parti de Joseph Kabila, qui a régné, qui a pris le règne depuis 18 ans, car Fathi avait la présidence et les gens des Kabila étaient dans des différents postes. Ils siégeaient Ils avaient la majorité parlementaire. Voilà. Raison pour laquelle certaines personnes disent que le chef de l'État n'avait pas réussi à mettre en place sa vision pour la nation. L'Union sacrée rassure-t-elle un avenir meilleur pour ce second mandat, répondant aux attentes de la population? Vous devez comprendre que l'Union sacrée n'est pas une plateforme politique. L'Union sacrée, c'est une vision du chef de l'État. Ce que, effectivement, cette vision regorge un très grand nombre de partis politiques qui ont accepté de s'inscrire dans la vision du président de la République. Et au sein de l'Union sacrée, nous avons certainement certains partis politiques qui ont battu certainement campagne et qui ont un très grand nombre, certainement, de députés au niveau de l'Assemblée nationale, à l'occurrence du DPS et tant d'autres partis. Je ne parlerai pas de l'Union sacrée, en fait, de l'Union, l'UNC, l'Union de M. Vital Kamerhe. Et le MC, il y a tant d'autres partis politiques, même ceux de l'opposition, qui a un certain nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale. La question que vous avez posée sur le profil du Premier ministre, vous devez comprendre que le Premier ministre ne vient pas par bâton magique. Et notre ami souhaite à ce que le Premier ministre, Sam Lukonde, soit reconduit par le président de la République, quelque chose que nous souhaitons tous, parce que nous avons vu qu'effectivement, il a été à la hauteur de certains enjeux qu'il a certainement relevés. Mais c'est une question qui reste jusqu'à présent complexe, parce qu'avec la constitution de notre pays, le Premier ministre ne peut sortir que de la majorité parlementaire. Alors, ce que je peux dire, l'Union sacrée inspire confiance parce que le président de la République, lors de sa tournée de la campagne électorale, a présenté son plan d'action pour le Congolais. Il a présenté aux Congolais ce qu'il a eu à faire pendant les 5 dernières années. Il a eu certainement à démontrer également aux Congolais ce qu'il pourra faire si le Congolais pouvait lui renouveler la confiance. Et la confiance lui a été renouvelée lors de la tenue des élections. Mais ce que nous attendons de l'Union sacrée ou du président de la République, certainement, c'est la concrétisation de sa vision. Et c'est la matérialisation de ce qu'il a promis à la population, parce que cette population s'est acquittée de sa dette. La dette était de faire confiance au président Félix, et la population a fait confiance au président Félix. Et ce que cette population attend en retour, c'est cette redevabilité du président de la part de la population vis-à-vis de la vision qu'il avait à présenter. Et nous croyons certainement que le président de la République, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, fera de sorte que ceux qui viendront en tant que membres des différents ministères puissent s'inscrire dans la vision qu'il a à présenter au niveau de la population lors de sa campagne électorale, afin que cette population puisse finalement se retrouver dans cette nouvelle vision. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à preuve du contraire, l'Union sacrée nous inspire confiance et nous croyons qu'effectivement, les Congolais vont se retrouver. Merci beaucoup, messieurs. Christian Sindani, comment est-ce que vous prévoyez à résoudre cette question d'inflation monétaire? Les leçons totalité à dollar est commune à 27 points quelque chose. Alors, sur l'étendue du territoire national, sachant que cette inflation est la base de la crise économique qui sévit dans le pays depuis la prise de fonction du président? Pour moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que même le président Joseph Kabila Kabange, avant de laisser son mandat, avant de réorganiser les élections, les taux du dollar n'étaient pas stables. C'était en baisse. Non, c'était en base, mais n'était pas stable parce qu'il avait laissé les taux à 16 000. À 16 000 francs, oui. Effectivement, avec ce que mon frère journaliste a dit. Aujourd'hui, c'est 27. Aujourd'hui, oui, il faut savoir, la question économique pour stabiliser la monnaie, ce n'est pas facile. Il faut faire les études techniques parce que ce n'est pas seulement ici au Congo qu'il y a l'augmentation des taux du dollar. Oui. Si vous constatez, partout en Afrique centrale, il y a l'augmentation des taux du dollar. Pourquoi? Parce que le pays aime trop utiliser le dollar. Mais pourtant, que l'argent propre du pays... C'est le franc congolais, on ne valorise pas. Oui, ouais. Ce n'est pas valorisé. C'est pour cela que vous constatez que les taux augmentent à chaque fois. Mais notre classe politique fait en sorte que les taux soient... On doit mettre les enjeux pour que nous essayons un peu de diminuer les taux de dollars cette fois-ci. Non, stabiliser. Voilà. Stabiliser, oui. Diminuer, stabiliser, ça va. C'est très bien, merci. Okay. Merci pour la correction. Maître John, je vous pose une question.
Est-ce qu'il y a une malaise au sein des Unions sacrées? Non, il n'y a pas de malaise, mais sinon il y a seulement des tensions. Il y a des tensions parce que nous avons eu à assister récemment à la création des différentes plateformes. Nous avons vu PCR de M. Vital Kamere et le regroupement de M. Sam Michel Condé, Batilu Kebo, et nous apprenons qu'effectivement il y a d'autres qui vont essayer de naître au fur et à mesure que nous allons évoluer. Il y a des tensions dans ce sens-là, mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces plateformes, parce que lorsque je suivi la réponse de M. Vital Kamere sur la question de la création de son regroupement, il a essayé d'expliquer qu'il n'a pas créé une plateforme pour essayer de gagner un positionnement au niveau du gouvernement qui sera mis en place, mais il a essayé de dire qu'effectivement c'était juste un cadre de réflexion parce que le chef de l'État a justement présenté sa vision à la population, mais cette vision, pour qu'elle soit matérialisée, il a besoin qu'il y ait des personnes qui peuvent se mettre ensemble et réfléchir sur des propositions qu'on peut faire au président de la République pour qu'effectivement ce qu'il a comme vision puisse profiter véritablement à la population. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, même s'il y a des créations aujourd'hui des 1000 et 1000 plateformes au sein de l'Union sacrée, c'est que sûr, c'est que le choix des nominations revient au président de la République et le président de la République veillera à ce que ceux qui seront nommés par lui, d'abord à l'occurrence le Premier ministre, soit celui qui s'inscrit d'abord dans sa vision. Donc le meilleur profil d'un prochain Premier ministre, c'est d'abord le profil d'un ministre, d'un Premier ministre qui inspire confiance et qui s'inscrit dans la vision du président de la République. Parce que nous venons ici matérialiser la vision du président de la République. Et le Premier ministre, lorsqu'il vient définir la politique du gouvernement, cette politique se base sur la vision que le président de la République a à matérialiser en faveur de la population. Et ce qui est sûr, c'est que malgré les tensions qui essaient de se faire sentir au niveau de l'Union sacrée, nous tenons bon et nous croyons qu'effectivement le calme va revenir. Maître John, est-ce que ce n'est pas de créer une autre plateforme au sein de l'Union sacrée? Parce que l'Union sacrée, sa vision, c'est de soutenir le président de la République. Mais on crée d'autres plateformes, pourquoi soutenir le président de la République? Est-ce que c'est important? Bon, ce n'est pas interdit de voir les gens se mettre ensemble dans un cadre bien restreint et puis réfléchir sur des questions de la République. C'est quelque chose, c'est un droit qui est reconnu à tout peuple congolais. Et la preuve, c'est que même au sein de l'Union sacrée, nous avons des partis politiques. Ce qui crée la multipartisme, voilà. Voilà, donc nous avons même des partis politiques. Par exemple, mon parti, Force de Patriotes, fait partie de l'Union sacrée. Et donc, nous ne pouvons pas refuser de nous réunir au sein de notre parti pour réfléchir aussi au niveau de certaines propositions. Mais déjà, vous avez déjà l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée n'est pas un parti politique. L'Union sacrée, c'est une vision. Et nous venons nous inscrire dans cette vision. S'inscrire dans la vision du chef de l'État ne fait pas de nous maintenant les déserteurs de nos différents partis politiques. Non, nous sommes membres de notre parti politique et membres de l'Union sacrée qui est la vision du chef de l'État et que nous accompagnons, que nous soutenons également. Donc l'Union sacrée n'est pas un parti politique ou un regroupement politique. Aucun candidat ne partit aux élections au nom du regroupement Union sacrée. Non, nous sommes partis aux élections au nom des différents regroupements politiques, mais pour le compte de l'Union sacrée. Vous comprenez? L'Union sacrée, c'est une fiction qui reflète la vision du chef de l'État dont nous avons tous pris la résolution d'accompagner. Et ce qui est sûr, c'est que lorsque nous venons au sein de l'Union sacrée, le problème, c'est qu'il y a peut-être certaines personnes qui essayeront de venir au sein de l'Union sacrée en essayant de définir une autre politique que celle qui est déjà définie par l'Union sacrée. Mais ce qui ne sera pas admissible parce que le chef de l'État veillera à ce que la vision que nous avons acceptée au sein de l'Union sacrée soit réellement matérialisée parce qu'elle porte certainement sur des besoins de beaucoup Congolais. de gens ont quitté Vital Kamere de mettre le poste sur le président de la République pour avoir le poste de Premier ministre. Bon, Vital Kamere faire pression au président de la République, bon, je pense pas parce que jusqu'à présent un informateur n'est pas encore nommé au niveau de l'Assemblée nationale pour déterminer qui est majoritaire et qui ne l'est pas. Et jusqu'à présent, vous ne pouvez pas dire que c'est Vital Kamere qui sera Premier ministre. Mais par rapport à la plateforme PCR, avoir beaucoup de majorités. Non, mais PCR peut avoir beaucoup de majorités, ça c'est ce qui s'est dit. Mais jusqu'à présent, c'est l'informateur qui doit déterminer qui est majoritaire et qui ne l'est pas. Nous avons cru l'année passée que c'était FCC qui était majoritaire. Mais lorsque l'informateur était nommé au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions vu autre chose que ce qui se disait par la population. Donc moi, je ne vais pas faire des affirmations sur base de spéculation, mais je suis de ceux qui attendent qu'effectivement un informateur soit nommé. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire que tel peut sembler être probablement le prochain Premier ministre. Kitcha.
Ok, vu qu'on parle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi avait promis de résoudre les questions sécuritaires à la moindre escarmouche, comme évoqué lors de sa campagne à Sainte-Thérèse. Mais les rebelles du M23 et leurs alliés ne cessent de faire leurs actions nuisibles dans cette partie du pays. Là, on parle de l'est du pays. Pouvons-nous espérer les retours de la paix dans cet espace du pays? Le chef de l'État a fait cette promesse lorsque nous étions au moment de la campagne électorale, et vous devez savoir que pendant cette période-là, il y avait certainement l'Assemblée nationale et le Sénat qui étaient en fonction. Vous devez savoir que la décision de déclarer la guerre contre le Rwanda n'est pas une décision qui peut être prise de manière unilatérale par le président de la République. Pour prendre une telle décision, il faut réunir toutes les chambres en congrès et avoir l'aval, l'autorisation certainement de toutes les chambres pour qu'effectivement nous puissions faire une sorte d'offensive au Rwanda de manière directe, qui est notre principal agresseur. Mais ce qui est sûr, c'est que nos forces armées au niveau de l'Est du pays sont en train de faire un travail remarquable. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique du porte-parole de la FARDC qui a essayé de démontrer qu'effectivement il y a eu un très grand nombre de terroristes du M23, donc de militaires de Rwanda qui sont en train de nous agresser, qui sont tombés lors de notre dernier affrontement. Et nous sentons qu'effectivement nos forces armées font un travail qui est jusqu'à présent à féliciter, et nous croyons qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons monter encore d'autres stratégies qui vont faire de sorte que la population de l'Est du pays puisse se retrouver dans toute sa sécurité. Et c'est ce qui est même ligne de priorité du président de la République pour son prochain mandat. Mais quelles sont vraiment les pistes et des solutions pouvant être proposées pour mettre fin, pour clore à cette situation qui est en train de sévir dans notre pays? Le président vous a dit, la dernière solution maintenant pour mettre fin à cette situation, c'est la guerre. Nous devons déclencher la guerre contre Paul Kagame. Très bientôt, vous devez savoir. Vous êtes fort, armé. Le président de la République vous a affirmé, vous a dit, c'était sur Top Congo, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais je suis sûr à certains que vous aviez suivi, il vous avait dit clairement qu'aujourd'hui nous n'avons plus peur parce que notre armée a dans sa possession tout ce qu'il faut pour faire face à l'armée rwandaise qui est en train de nous agresser. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda est dans une effervescence que je ne saurais pas vous expliquer sur ce grand plateau. Mais ce qui est sûr, c'est que la dernière solution que nous avons, parce que nous avons eu à mener des recherches où nous avons eu à régler cette situation sur toutes les plateformes diplomatiques, mais nous sentons qu'effectivement, malgré les efforts que nous avons conjugués de régler cette situation à l'amiable, le Rwanda continue à nous agresser, et nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau. Nous devons aussi mettre d'autres stratégies, et la dernière stratégie que nous avons, c'est la guerre contre le Rwanda. Mais quand la population toujours continue à souffrir, c'est l'Est de la République. La population n'a pas continué à souffrir aujourd'hui. Parce que la M23 continue toujours à attaquer la population. Le M23 continue. Vous ne pouvez pas parler du M23. Moi, je n'ai même pas parlé du M23 parce que le M23 n'existe pas. Il faut parler du Rwanda. C'est le Rwanda qui nous agresse. C'est l'armée rwandaise qui nous agresse sur notre sol. Et effectivement, la manière dont cette armée était en train de nous agresser dans le temps passé, ce n'est pas de la même manière que cette armée continue à nous agresser aujourd'hui. Et nous croyons qu'effectivement, avec la nouvelle force que nous avons attribuée à nos forces armées et par des équipements que le chef de l'État a mis à leur disposition. Vous avez suivi le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Il a été dans les différentes sorties où il a certainement eu des contacts avec des différentes sociétés militaires qui ont envoyé certains experts qui ont essayé de recirculer avec nos forces armées. Et nous sentons que nous sommes déjà à la hauteur. Soyez-en rassurés. La population souffre certainement, mais ne souffre pas comme elle souffrait auparavant, parce qu'il y a eu certainement des avancées par rapport à ce processus de paix. Et soyez-en rassurés. Très bien. Monsieur Christian Sindani, quelles sont les garanties de l'Union sacrée que vous pouvez donner à la population? Pour parler de l'Union sacrée, il faut savoir que l'Union sacrée, c'est une plateforme qui s'était mise en jeu lors il y a eu la séparation entre FCC Cash en décembre 2020. Alors, il y avait ces objectifs qui étaient de contribuer à la paix et puis au développement de la nation comme objectif de l'Union sacrée. Donc, c'était une plateforme qu'on avait mis en place juste pour créer une majorité qui doit soutenir les chefs de l'État de pouvoir bien travailler au premier quinquennat. C'était juste ça. Alors, pour répondre à ce que vous avez posé sur le plan de PCR qui s'est créé au sein de l'Union sacrée, le secrétaire général Augustin Kabouya de l'IDPS avait répondu à la question. Nous sommes à la démocratie. Chacun peut s'engager à créer une plateforme si c'est juste pour appuyer
le président de la République et puis soutenir le développement, c'est une très bonne chose. Mais dire que oui, mais dire qu'il y a l'Union sacrée déjà soutient la vision du président de la République, PSRSU va soutenir le président de la République. Oui, le problème c'est quoi? L'Union sacrée c'était juste pour créer une majorité qui doit travailler avec le président de la République. Alors PCR aussi comme plateforme créée au sein de l'Union sacrée, ils ont la même vision. Ils ont leur vision, oui, Okay. mais il doit s'appuyer avec la vision de l'Union sacrée parce qu'il fait partie de l'Union sacrée, dirais-je pour moi. Alors, pour dire que non, le PCR est venu juste pour créer des désordres au sein de l'Union sacrée, moi je dirais non, parce que nous sommes à la démocratie. Chacun peut s'engager juste si la vision est pour aider les chefs de l'État de pouvoir bien travailler au deuxième quinquennat. Là, nous allons tous acclamer la vision du PCR. Mais pour dire que non, le PCR vient juste pour créer des désordres au sein de l'Union sacrée, je crois non, parce que le président Kamere avait aussi bien tenu ses propos lors de la sortie des PCR. Il était clair, il a dit que non. Ils sont venus juste pour appuyer le bon fonctionnement de la République et puis travailler avec le président de la République. Parce que beaucoup de gens craignent cette plateforme PCR. Non, le problème c'est quoi? Cette plateforme est créée dans l'Union sacrée. Ils ont de même vision avec l'Union sacrée. Mais c'est juste, il s'est créé Pourquoi parce que... Pourquoi ne pas rester seulement de l'Union sacrée? Ça fait partie de l'Union sacrée. Dire que le PCR s'est créé à côté, moi je peux dire non. Parce que le PCR est dans l'Union sacrée. Même l'autorité qui assume ces fonctions-là au niveau du PCR, ils sont des membres de l'Union sacrée. Jusque-là, ils ne sont pas encore renoncés à leur fonction ou à leur engagement au sein de l'Union sacrée. Parce qu'ils ont une station au sein de l'Union sacrée qui permet que tout le monde puisse rester conformément au statut de l'Union sacrée. Le PCR s'est créé, oui, mais se trouve au sein de l'Union sacrée. C'est ce que moi je peux dire sur la question. Très bien. Maître John, l'opposition vous accuse, vous, l'Union sacrée, vous avez boutiqué beaucoup de majorités pour avoir beaucoup d'élus, pour avoir tout le contrôle de l'Assemblée nationale. Que répondez-vous? L'Union, je me pose la question, lorsque vous parlez de l'opposition, vous parlez de l'opposition, parce que l'opposition n'existe plus. L'opposition n'existe plus. Aujourd'hui, avec le régime en place, s'opposer au régime en place, c'est s'opposer à notre développement. Le nombre de députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale de l'opposition, c'est déjà une preuve évidente qu'effectivement la population en a marre des mensonges de la part de l'opposition et que la population a compris que le temps d'accompagner le chef de l'État dans cette nouvelle vision afin d'amener le pays dans une autre dimension. Voilà. Est-ce que vous ne craignez pas un parlement monocolore parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup des élus de l'opposition? Mais si c'est la volonté de la population, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Parce que l'autorité primaire qui est censée voter de personnes au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la population. Et si la population a jugé bon d'accompagner le chef de l'État avec une majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui sommes-nous pour s'opposer à cette volonté primaire de la population? C'est la population qui choisit ses représentants et la population a porté le choix sur ses représentants. Et nous pouvons dire que l'opposition n'a pas besoin de contester les résultats parce que ces résultats sont incontestables. La preuve, c'est que même au niveau de la Cour constitutionnelle, nous n'avons reçu aucune requête de la part d'un candidat de l'opposition parce qu'ils savent, qu'ils sont conscients de leur échec qui est lamentablement convaincu par tout le peuple congolais. Et donc nous estimons qu'il est temps que nos amis de l'opposition acceptent de s'aligner dans la vision du chef de l'État. Ce n'est pas une majorité mécanique? Non, mais si c'était une majorité mécanique, aujourd'hui, nous aurions connu beaucoup de contestations sur la ville de Kinshasa. Mais quand il y a le calme qui règne, malgré le nombre de députés nationaux de l'Union sacrée qui se trouve au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la preuve de suffisance qui sont émanation de la population. Il y avait des contestations, nous avons vu Jacob et l'UDPS qui avaient contesté l'élection. Non, mais la contestation, c'est un droit. Mais lorsque vous contestez le droit de l'administration des preuves qui prouvent qu'effectivement les allégations que vous agencez par rapport à vos contestations, c'est une responsabilité qui n'incombe qu'à celui qui allègue le feu. Et si, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas eu à démontrer ce qui est sûr par rapport à tout ce que vous essayez de présenter comme contestation, ben, ça ne sera qu'une simple spéculation qui n'aura aucun fondement juridique. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Nous arrivons déjà presque à la fin de cette émission. Madame Ketia, vous avez une question?
Non, non, j'ai juste un mot de la fin. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct de la FM 107.6 MHz et les internautes qui nous ont suivis via la plateforme YouTube iWeb RDC. Très heureuse de vous savoir que vous étiez nombreux en train de nous suivre. Je suis redevable à messieurs John Sassonga et messieurs Christian Sindani d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous en sommes reconnaissants. Merci. beaucoup, merci. Et je suis, c'est la fin, comme vous le constatez, nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Et là, je vois M. Franco Mbaya et M. Denis Boina que je salue. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous. Merci.